Télévision. Voilà. Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire qui sera dédié au secteur de la distribution et du retail, avec comme thématique quel avenir, quel modèle IT et de gouvernance choisir pour être résilient et innover. Donc, c'est un séminaire qui durera 50 minutes, donc on aura fini vers 11h50. Donc, je m'appelle Fabrice Amou, je suis directeur commercial de Flowline depuis plus de 10 ans. Et j'ai le plaisir d'avoir des invités de marque pour animer ce webinaire. En préambule, pourquoi ce secteur de la distribution? C'est évidemment un secteur qui subit de grandes mutations et qui a de grands défis à relever. Vous le vivez au quotidien. Il est stratégique tant pour Flowline que Sedge, dont notre mission est d'accélérer la transformation digitale de nos clients. Et pour Flowline, c'est 35% de nos clients qui opèrent au quotidien dans ce monde sur lequel nous investissons. Alors, par ordre chronologique pour nos invités, nous aurons Stéphane Booth qui présentera sa vision, McKinsey & Company, suivi par un échange avec le témoignage d'une société industrielle de diffusion avec Adrien Hubert, qui est directeur financier et membre du board, et un retour d'expérience de l'éditeur Sedge avec Céline Bell, qui est directrice marketing produit chez Sedge. Sans transition, je vais passer la parole à Stéphane sur comment avoir une vision stratégique et aligner l'architecture et le modèle opératoire, système d'information aux nouveaux enjeux du secteur. Stéphane, je vous en prie. Merci, bonjour. Stéphane Booth, le temps de partager mon écran que vous devriez voir dans quelques instants. Est-ce que c'est bien le cas? C'est parfait. Parfait. Bonjour, Stéphane Booth, je suis directeur associé senior chez McKinsey. Ça fait maintenant 28 ans que je travaille dans le domaine de la technologie, la moitié en tant que consultant et l'autre moitié en tant que DSI. J'ai notamment été pendant 7 ans le DSI du groupe Casino. Et la distribution est donc un secteur qui me tient à cœur. Je pilote aujourd'hui le pôle technologie de McKinsey en France et je m'occupe plus spécifiquement du secteur distribution en Europe. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité de partager avec vous aujourd'hui notre perspective sur les enjeux technologiques spécifiquement dans ce secteur. La perspective que je vais partager, en fait, est le résultat d'un travail de recherche qu'on a mené ces 3 dernières années pour comprendre quels étaient les grands enjeux SI pour la distribution, que ce soit d'ailleurs pour les distributeurs B2C vers les consommateurs ou les distributeurs B2B, dont les clients sont des entreprises. Évidemment, il y a des spécificités dans le B2C et dans le B2B, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments communs. Je vais partager avec vous aujourd'hui notre perspective sur ces éléments communs. Alors, tout d'abord, je voudrais juste vous donner un petit peu notre perspective avec une vision très simplifiée sur les 3 piliers qui constituent pour nous les fondamentaux pour être un distributeur du futur. Le distributeur du futur, c'est un distributeur qui réussit à se développer dans un environnement qui a beaucoup changé, à la fois d'un point de vue des clients, qui ont des attentes différentes en matière de produits, de services, de modèles d'interaction, et d'un autre côté, un contexte qui a évidemment beaucoup évolué avec l'arrivée d'un certain nombre d'acteurs nouveaux, purement digitaux, qui viennent secouer très fortement le monde de la distribution. Pour répondre à ce nouveau contexte, nous pensons que le distributeur du futur doit s'appuyer sur 3 piliers. D'abord, la capacité de construire une offre très finement adaptée aux enjeux du marché. C'est ce qu'on appelle la smart offering. Ça veut dire quoi? Être capable d'avoir une définition très précise des besoins de ses clients et de pouvoir finement adapter son offre pour y répondre. Cette offre, par le passé, elle était limitée par des contraintes physiques, par les canaux de distribution. Aujourd'hui, on a la possibilité d'offrir aux clients une offre quasi illimitée. On emploie le terme de endless aisle pour faire l'analogie à une sorte de rayon qui serait infini dans lequel on pourrait proposer une infinité de produits. Et donc, on a une offre qui est à la fois
finement adapté aux besoins des clients, grâce notamment à une exploitation avancée de la donnée, mais aussi la capacité de proposer des produits et des services sans limite, puisqu'on peut commercialiser ces produits en ligne sans avoir à les stocker nécessairement dans un magasin ou dans un entrepôt. Le deuxième pilier fondamental, c'est celui de l'expérience omnicanal. Tous les clients, que ce soit des particuliers ou des entreprises, sont amenés maintenant à fonctionner dans un modèle hybride où ils vont combiner à la fois le canal digital et le canal physique. Venir en magasin, rechercher les produits en ligne, commander en ligne, venir chercher les produits en magasin. La capacité des distributeurs à proposer une expérience omnicanal sans couture qui permet aux clients de choisir le modèle d'interaction qui répond le mieux à ses attentes est un élément fondamental pour assurer le succès des distributeurs dans le futur. Le troisième pilier, c'est celui des opérations. Les opérations, il faut l'entendre au sens large, ça couvre à la fois l'approvisionnement, la supply chain, la logistique, mais aussi les activités, les fonctions support. Là, il s'agit d'être à la fois extrêmement lean et extrêmement flexible pour pouvoir répondre à des besoins qui sont devenus très variés. On a compté aujourd'hui chez les distributeurs maintenant plusieurs dizaines de variantes de flux marchandises en fonction de la nature des produits et évidemment aussi des attentes des clients. La capacité d'être à la fois très flexible, mais aussi d'être extrêmement lean pour rester compétitif est un aspect fondamental pour réussir pour un distributeur du futur. Ces trois piliers, pour pouvoir les soutenir, on a besoin de mettre en œuvre un système d'information avec des capacités avancées. Alors, cette page est un peu chargée. Vous retrouvez en fait 3 blocs gris avec les 3 piliers que je viens d'évoquer. Et à l'intérieur de chacun de ces blocs, vous avez une description des capacités fonctionnelles qu'il faut mettre en œuvre en tant que distributeur pour pouvoir soutenir les 3 piliers que je viens d'évoquer. Vous voyez sur ce graphe la situation typique qu'on observe. La majorité des distributeurs ont commencé à déployer ces fonctionnalités, mais on voit sur le graphe très clairement qu'on est encore à un niveau de maturité qui est peu avancé. Autant sur la partie opération qui correspond à, entre guillemets, au cœur de métier historique des distributeurs, on a des fonctionnalités qui sont déjà relativement avancées, même si on a encore une marge de progrès. Quand on regarde la question de l'optimisation de l'offre ou la capacité d'offrir une expérience omnicanal optimale, on a encore une marge de progrès importante par rapport aux enjeux qu'on doit adresser. Donc, pour la plupart des distributeurs, la transformation a démarré, mais on est encore au tout début de cette transformation et on n'est pas encore en mesure d'offrir des fonctionnalités qui sont à la hauteur des attentes que j'ai évoquées et donc de lutter quelque part à armes égales avec notamment vis-à-vis des nouveaux acteurs digitaux que j'ai évoqués tout à l'heure, comme par exemple Amazon. Alors, que faut-il faire pour pouvoir mettre en œuvre ce système d'information avec des capacités avancées ? De notre point de vue, il y a 12 évolutions fondamentales qu'il faut opérer, sachant que parmi ces évolutions, 5 concernent l'architecture, le paysage applicatif et l'infrastructure, 5 concernent le modèle opérationnel SI et 2 sont transversales. Au niveau de l'architecture, si on commence par là, premier élément fondamental qui est encore aujourd'hui très peu avancé chez la majorité des distributeurs qu'on a pu observer, c'est la capacité d'effectuer une exploitation avancée de la donnée pour pouvoir personnaliser les parcours clients, pour pouvoir faire des offres parfaitement adaptées, pour pouvoir faire ce qu'on appelle du cross-sell ou de l'upsell, c'est-à-dire suggérer des produits complémentaires, suggérer des produits avec une valeur ajoutée plus importante, mais aussi évidemment avec un prix plus élevé. Assurer une intégration sans couture. La plupart des distributeurs ont commencé à développer des capacités de vente en ligne, mais ces capacités de vente en ligne ne sont pas toujours bien intégrées avec les capacités en magasin, et il en résulte une expérience pas toujours satisfaisante pour les clients, que ce soit encore une fois des particuliers ou des entreprises. Mettre en œuvre des flux d'informations temps réel entre les applications, être par exemple capable d'avoir une vision consolidée des stocks, qui regroupe à la fois les stocks des magasins et des entrepôts, et pouvoir ensuite, à partir de là, déterminer le flux optimal pour approvisionner un client pour un produit donné. Modulariser l'architecture. Là, on est un petit peu à contre-courant par rapport aux tendances qu'on a pu observer ces 20 dernières années. On a eu une période
dans les années, on va dire, 80 jusqu'à 2010, où la tendance était à la rationalisation du portefeuille applicatif, au regroupement d'un maximum de fonctionnalités au sein d'un système d'information unique, d'une plateforme unique, dans une logique de rationalisation. On s'aperçoit que cette approche a ses limites, parce qu'elle conduit à construire des systèmes monolithiques dans lesquels il est extrêmement difficile de faire des évolutions fréquentes sans mettre à risque le métier. Et par conséquent, on voit aujourd'hui émerger une nouvelle approche qui consiste à modulariser l'architecture, à bien isoler les composants de l'architecture qui ont besoin d'évoluer fréquemment, de façon à pouvoir effectuer des changements facilement sur ces composants sans mettre à risque l'ensemble du système d'information. Et enfin, dernier élément sur l'architecture, il concerne les couches basses, l'infrastructure, où là on voit les distributeurs les plus avancés adopter une infrastructure extrêmement flexible, souvent basée évidemment sur le cloud, hautement automatisée et également hautement résiliente, de façon à leur permettre de faire fréquemment des changements avec, encore une fois, une maîtrise du risque pour le métier. Ça, ce sont les 5 fondamentaux qu'on voit au niveau de l'architecture. Au niveau du modèle opérationnel, on voit également des changements importants. Quand je parle du modèle opérationnel, je parle évidemment du modèle opérationnel SI, c'est-à-dire finalement du modèle opérationnel de la DSI et évidemment de son interface avec le métier. 5 changements fondamentaux. Premièrement, une réorganisation des équipes au sein de la DSI autour du concept de produit et de plateforme que je décrirai dans un instant. L'adoption d'un nouveau modèle de gouvernance. Le modèle historique qui consistait notamment à établir un portefeuille de projets sur la période qui va de juin à octobre-novembre de l'année N-1 pour préparer l'année N et ensuite, au cours de l'année N, à exécuter tant bien que mal ce portefeuille de projet, est aujourd'hui fondamentalement remise en cause. D'une part, parce que ce n'est pas nécessairement la meilleure approche pour pouvoir aligner les développements ici avec les priorités métiers de l'entreprise, et ensuite parce que c'est une approche qui est relativement rigide et qui ne permet pas, en cours d'année, de s'adapter à l'évolution de ces priorités. Les organisations les plus avancées adoptent un modèle complètement différent. Elles mettent en face de chacune des équipes produits que j'ai évoquées précédemment des objectifs métiers et des indicateurs opérationnels associés. Je vous montrerai un exemple derrière. Et ensuite, ces équipes produits vont travailler pour pouvoir faire progresser cet indicateur. Par exemple, si on a une équipe produit qui est dédiée à l'augmentation, par exemple, de la taille du panier moyen sur la plateforme e-commerce, cette équipe va travailler dans un mode pour continuellement apporter des améliorations sur le site e-commerce qui permettront de faire augmenter le panier moyen et donc évidemment le revenu en ligne. Donc on a des équipes qui sont vraiment focalisées sur des objectifs métiers bien définis, avec des indicateurs mesurables qui permettent de suivre les progrès et qui vont concentrer leur travail sur l'amélioration de ces objectifs. À comparer avec une approche traditionnelle où on a des équipes qui travaillent en mode projet pour livrer finalement des outils, pour livrer des livrables, dont le lien avec les priorités métiers n'est pas toujours évident à réaliser, et en tout cas, avec une approche qui ne permet pas nécessairement en permanence d'affiner ces produits pour répondre plus précisément à ces objectifs métiers. Donc, une nouvelle organisation autour d'équipes produits, un modèle de gouvernance qui repose sur des indicateurs métiers et avec une fréquence de revue beaucoup plus rapide. On est plutôt sur un rythme trimestriel de revue des priorités de développement, là où on travaillait sur un portefeuille de projets annuels. 3 autres éléments fondamentaux. L'adoption de toute une série de nouvelles pratiques qui permettent de livrer plus vite, des produits de meilleure qualité et avec une plus grande productivité. Et pour mettre en œuvre ces nouvelles pratiques, 2 changements au niveau des ressources. D'abord, un renforcement de l'expertise technologique interne. Là aussi, sur les 20-25 dernières années, on a vu dans la plupart des DSI un modèle où on avait en interne beaucoup de compétences de chefferie de projet, de compétences fonctionnelles, et où une part importante des travaux techniques était externalisée. C'est exactement l'inverse du modèle adopté par les distributeurs les plus performants qu'on observe aujourd'hui. Une expertise technologique interne très très forte, qui permet en particulier de se différencier sur un certain nombre de briques applicatives. Et puis enfin, un changement aussi dans le modèle de travail avec les partenaires, les prestataires de services SI. On avait historiquement une approche qui consistait à combiner soit des ressources en régie, soit à s'appuyer sur des contrats de service avec des SLA.
on voit maintenant émerger une approche intermédiaire qui consiste à mettre en place des partenariats de performance flexibles avec les prestataires, où une partie de la rémunération du prestataire est liée à l'impact qui est généré. Et donc, une incitation du partenaire à vraiment contribuer à l'atteinte des objectifs métiers que j'évoquais précédemment. En support de ces 10 évolutions qui concernent l'architecture et le modèle opérationnel, 2 autres évolutions qui sont transversales et qui sont évidemment des enablers fondamentaux. D'abord, le renforcement de l'outillage et des pratiques de cybersécurité. On ouvre le système d'information à l'extérieur, on augmente considérablement du coup sa vulnérabilité. Il est fondamental de renforcer l'outillage et les pratiques de cybersécurité. Et puis, autre élément fondamental, l'optimisation continue de la dépense technologique. Là, l'enjeu, il est très simple. Passer d'un modèle où on a à peu près 60-70% de sa dépense qui est allouée au run et seulement 30% allouée au build, vers un modèle où on arrive à minimiser les coûts de run, donc les coûts de fonctionnement du système d'information, pour dégager davantage de capacités d'investissement, pour pouvoir accélérer finalement la transformation digitale. Alors, si on zoome un petit peu sur ces aspects, d'abord commençons par le volet architecture. On distingue trois niveaux de maturité, 3 étapes de maturité dans le système d'information d'un distributeur. On avait la première génération de système d'information pour un distributeur physique, traditionnel, qui reposait sur un système en point de vente quand il y avait un point de vente, et puis sur un système central de gestion des marchandises et de la supply chain. Le SI, de façon générale, était très orienté supply chain. Et d'ailleurs, la notion de client existait parfois même pas. Dans les distributeurs B2C traditionnels, l'objet client n'existe pas dans le modèle de données. On travaille des produits, on travaille des flux marchandises, le client n'existe pas. Il a commencé à exister le jour où les distributeurs B2C ont commencé à introduire des programmes de fidélité. On a eu une deuxième génération où on a commencé à introduire des capacités de vente en ligne, plus ou moins bien intégrées avec le reste du système d'information, et notamment un certain nombre de limitations qui en résultent. Par exemple, pour pouvoir faire des parcours clients de type click and collect ou de type je commande en ligne, je retourne mon produit en magasin. Ou alors, je suis en magasin, je voudrais commander un produit qui n'est pas immédiatement stocké. Ce n'est pas une opération qui est facile à effectuer. Donc, cette deuxième génération de systèmes d'information a permis aux distributeurs de commencer à introduire la vente en ligne, mais présente un certain nombre de limitations, notamment celles que j'ai évoquées, au niveau de l'intégration omnicanal, mais également parce qu'elle ne permet pas une exploitation avancée de la donnée, qui est pourtant fondamentale à la fois pour optimiser les parcours clients, pour mettre de l'intelligence dans les parcours clients, mais aussi pour mettre de l'intelligence dans la supply chain. Et donc, on voit émerger une troisième génération d'architecture qui repose sur des briques organisées un peu différemment, une plateforme de commerce transversale qui couvre aussi bien les parcours clients physiques que les parcours clients digitaux, un hub omnicanal qui repose sur des API et qui permet d'assurer un dialogue temps réel entre les différentes applications du système d'information, et surtout une plateforme dédiée à l'exploitation avancée de la donnée qui repose sur la plupart du temps sur un data lake et qui permet d'exploiter la donnée à la fois entre guillemets en temps réel et en mode asynchrone quand c'est pertinent. Cette nouvelle architecture, pour la mettre en place, comme je l'évoquais précédemment, il faut également travailler le modèle opérationnel de la DSI. Les distributeurs qui ont fait ce travail, qui ont transformé leur modèle opérationnel, arrivent à un niveau de performance qui est radicalement différent. Ils délivrent beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement. Vous avez sur cette page une série d'indicateurs qui illustrent l'écart de performance qu'on a pu observer dans nos travaux de recherche entre les distributeurs les plus avancés et les distributeurs traditionnels, que ce soit en termes de vitesse de delivery. Là, quand on parle de vitesse, on peut parler de la fréquence, à quelle fréquence on va livrer des nouvelles versions d'une application donnée, ou encore en termes de cycle, de temps de cycle. Voilà. On voit chez les distributeurs les plus avancés une capacité à délivrer 2 à 3 fois plus vite la même fonctionnalité. En termes d'efficience également, là où, comme je l'indiquais précédemment, on va avoir entre 20 et 40% du budget qui est alloué au build et 60, 70, 80% du budget qui est absorbé par le run, les distributeurs les plus avancés parviennent à dégager 50% de leur budget
pour faire du build, en optimisant les coûts de fonctionnement. Et à l'intérieur du build, ils parviennent également à améliorer leur productivité grâce aux différentes pratiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Vous avez un ratio très intéressant à regarder ici, c'est celui du nombre de jours consacrés à du code ou à du paramétrage dans un projet par rapport à la charge totale du projet. Dans une organisation SI traditionnelle, on va avoir 25 à 35% des jours d'un projet qui sont des jours de code ou des jours de paramétrage, qu'on peut finalement considérer comme les jours à valeur ajoutée. Tout le reste, ce sont des jours de pilotage, de conception, de test, etc., qui sont évidemment nécessaires, mais qui ne sont pas ceux qui sont les jours de valeur ajoutée, comme on pourrait faire l'analogie avec le temps consacré à la production d'un produit dans une usine. Les organisations SI les plus performantes parviennent à avoir plus de 50% des jours projets alloués au code et au paramétrage. Ce qui veut dire que pour le même nombre de jours hommes, elles parviennent à délivrer quasiment 2 fois plus de fonctionnalités. Et enfin, en termes de performance, il ne s'agit pas uniquement d'aller vite et d'être productif, il s'agit aussi de faire un travail de qualité. Et là aussi, on voit un gros écart. Les acteurs qui ont adopté ces nouvelles pratiques parviennent à générer beaucoup moins de défauts dans les projets que ce qu'on pouvait faire traditionnellement et arrivent également à obtenir des niveaux de disponibilité sur leurs applications critiques qui sont nettement supérieurs. Donc la vitesse et la productivité ne se fait pas chez ces distributeurs au détriment de la qualité. Alors comment font-ils? Vous avez sur cette page une illustration du concept d'une organisation en mode produit avec un focus sur les équipes qui travaillent plutôt sur la partie commerce en ligne. Vous voyez ces équipes, les feature teams, on en a 10 sur cette page, elles ont été organisées autour de chacune, autour des étapes du parcours client, avec pour chacune de ces équipes, par exemple pour les équipes feature team 1 et feature team 2, un focus sur un objectif, attirer les clients sur le site. Comment peut-on faire venir plus de clients sur la page d'accueil du site? Ensuite, vous avez d'autres équipes qui vont se focaliser sur améliorer l'expérience dans l'exploration de l'offre sur le site et avec des indicateurs qui vont être différents de performance. Et puis après, vous avez trois équipes, les équipes 6, 7 et 8, qui vont se focaliser sur l'optimisation du tunnel d'achat. L'objectif, ça va être de maximiser, évidemment, la conversion avec un certain nombre d'indicateurs qui permettent de le mesurer. Et puis ensuite, vous avez évidemment des équipes qui vont se focaliser sur la fidélité des clients. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on organise les équipes au sein de la DSI non plus par technologie, d'accord, ou par domaine fonctionnel, hein, mais on les organise autour d'objectifs métiers. Évidemment, au sein de ces équipes, on va trouver des compétences techniques, mais on va aussi trouver des compétences métiers, puisque dans chaque feature team, on aura un product owner, on aura un tech lead, on aura des développeurs, parfois des designers, et cette équipe va travailler de façon très resserrée pour atteindre les objectifs métiers qui sont visés, pour faire progresser les indicateurs qui sont mentionnés ici. Ce qui est intéressant de regarder également, et ce qui caractérise les organisations les plus avancées, au sein des équipes, c'est un renforcement de l'expertise technologique. On a construit un modèle qui permet d'évaluer un petit peu la productivité des équipes en fonction de l'expertise, du niveau de seniorité, du niveau d'expertise. Vous voyez ici, sur cette illustration, on était dans un département de 60 personnes. Vous aviez ce qui est qualifié par la colonne current state, la répartition au sein de ce département entre des profils de type expert et puis des profils de type novice et puis des profils intermédiaires. Vous voyez qu'on avait une pyramide avec peu d'experts et finalement beaucoup de profils plus juniors. Et à l'arrivée, cette équipe-là, on peut considérer qu'elle a une productivité qui correspond à l'équivalent de 140 novices. Chez les distributeurs les plus avancés, on va privilégier les profils beaucoup plus seniors, beaucoup plus experts. Et vous voyez qu'avec le même effectif, 60 ETP, on va produire l'équivalent de 480 novices. Alors évidemment, le coût des 60 ETP chez le Digital Champion qui est mentionné ici sera plus élevé, puisqu'on aura des ressources plus seniors, donc ils auront évidemment une rémunération plus élevée, mais leur rémunération ne sera pas 3 fois plus élevée. Et par conséquent, on voit qu'avec le même effectif, on est capable de produire 3 fois plus, même si derrière, on a un coût un peu plus élevé. Ceci pour illustrer l'importance pour les distributeurs de revoir en profondeur leur modèle de talent. L'approche historique qui consistait à renégocier chaque année
avec les prestataires pour essayer de faire baisser les taux journaliers des prestataires a exactement l'effet inverse. Elle le conduit de plus en plus à avoir des taux journaliers qui sont bas, mais en face de ces taux journaliers, on a aussi des ressources qui sont, entre guillemets, avec un niveau d'expertise qui est très limité, et par conséquent, on ne va pas du tout dans le sens de l'amélioration de la productivité que j'évoquais. Dans le même esprit, faire évoluer le modèle de travail avec les prestataires, et en particulier adopter un modèle de type partenariat de performance où une partie de la rémunération du prestataire est liée à l'impact qui est généré et également au transfert de compétences, est une bonne pratique qu'on voit aujourd'hui chez les distributeurs les plus avancés. Et pour terminer, cette transformation du modèle opérationnel qui est donc essentielle à opérer pour pouvoir livrer plus vite, de façon plus efficace, des produits de haute qualité, ce n'est pas une transformation qui se fait au jour au lendemain. On a pu observer la plupart du temps que c'est une transformation qui peut prendre, selon la taille des distributeurs, entre 18 et 48 mois. Pour mener cette transformation, il est important d'adopter une approche d'amélioration continue et d'avoir un élément qui permet de suivre, au fur et à mesure qu'on progresse, l'amélioration. L'amélioration en termes de maturité du modèle opérationnel et puis aussi la résultante, c'est-à-dire l'amélioration en termes de performance. Et pour ça, la bonne pratique consiste à mettre en place une série d'indicateurs qui vont permettre de mesurer la maturité d'un côté et de l'autre côté de mesurer la performance. Par exemple, mesurer la maturité, ça peut être de dire au sein de mes équipes, quelle est la quote-part de ressources qui sont techniques versus non techniques. Chez les distributeurs les plus avancés, grâce au modèle opératoire que j'ai décrit, on réduit considérablement la proportion des chefs de projet et on augmente considérablement la proportion des équipes techniques, ce qui permet de délivrer plus à ISO effectif. C'est un ratio qui est très important de suivre. Chez un distributeur particulièrement avancé, on peut atteindre 60-70% de ressources avec un profil technique versus 30 à 40 avec un profil non technique, ce qui est à peu près l'inverse de ce qu'on trouve chez les distributeurs traditionnels. De la même façon, on va mesurer donc la maturité sur un certain nombre de dimensions, l'organisation, les compétences, les process, le socle technologique, et de l'autre côté, on va mesurer la performance en veillant ici à avoir une approche équilibrée. On va mesurer à la fois la création de valeur, la vitesse de delivery, la qualité, l'efficience, c'est-à-dire la productivité, et puis également, bien entendu, parce que c'est un fondamental, l'engagement des équipes, la motivation des équipes. Voilà, je voulais partager avec vous aujourd'hui ces éléments. Je vais maintenant laisser la parole à la suite de la présentation. Merci beaucoup Stéphane, c'était très intéressant et en tout cas la vision du distributeur de futur nous donne une cible. Je vais passer la parole à Céline et Adrien, donc ils vont reprendre un certain nombre de points et faire un témoignage retour d'expérience. Juste sur l'aspect pratique, vous pouvez poser vos questions à nos intervenants. Vous avez un petit chat pour poser des questions. On essaiera à la fin de l'échange entre Céline et Adrien de pouvoir y répondre en ligne. Et enfin, dernier point, Nicolas, notre responsable marketing qui a organisé de manière logistique ce webinaire, vous enverra à tous les participants un lien avec le replay de cette présentation. En tout cas, merci beaucoup Stéphane. Je laisse la parole à Céline et Adrien qui vont se présenter et échanger autour de ces enjeux et de la réalité opérationnelle, tant chez l'éditeur que chez un client. Alors, bonjour à tous et merci de nous accueillir dans vos foyers. Et merci beaucoup Stéphane pour ce petit vent frais de qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour changer et puis être là dans les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, parce que c'est ça qui nous anime tous les jours. C'est de savoir comment on doit se moderniser et pas rester dans nos zones de confort finalement et reprendre un petit peu cet esprit d'entrepreneur, de start-upper qu'on peut avoir perdu dans certaines de nos structures. En tout cas, c'est une entreprise qui en a fait 16 000 salariés dans le monde, donc on a un petit peu perdu cet esprit start-upper. C'est pas mal de prendre une petite piqûre de temps en temps pour se reposer les bonnes questions et trouver les bons modèles. Et il est vrai que j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée par Adrien Hubert,
qui est du coup un super exemple de qu'est-ce qui se passe dans les entreprises chez les distributeurs et qui va pouvoir nous donner son écho de quelles sont les pistes qu'il a déjà utilisées, déployées ou qu'il a en tête dans ses projets. Donc, merci à Adrien de m'accompagner sur cette fin de webinaire. Bonjour à tous. Alors, les applications de gestion que nous représentons aujourd'hui, nous, éditeurs technologiques CSEDGE, elles sont là pour répondre un peu aux 3 enjeux que tu as rappelés. Garantir une expérience omnicanal la plus transparente, sans couture possible, aider les distributeurs tels qu'Adrien et la société SID à diversifier leur offre, gérer le dernier kilomètre, qui est souvent quelque chose qu'on entend souvent dans les tendances. Et puis enfin, garantir une excellence opérationnelle pour pouvoir mieux investir sur l'innovation, le cœur métier de l'entreprise. Donc, nos applications, souvent sont là pour vous aider à structurer l'activité, faire que chaque capteur soit connecté et puis que la donnée soit là pour vous donner du sens. Parce que finalement, le métier d'Adrien et vous tous autour de la table, c'est de donner du sens pour votre entreprise. C'est où je vais, quelle est ma stratégie à 2 ans, à 3 ans, à 10 ans, à 15 ans si on le peut. Donc, donner du sens pour l'entreprise, donner du sens à vos collaborateurs qui ont besoin de s'inscrire dans quelle est ma contribution à l'entreprise. On parle beaucoup d'entreprise à mission. Mais finalement, ce n'est pas un mot vain, ce n'est pas qu'un mot marketing. C'est à nous, dirigeants d'entreprise, de donner la mission à chacun, leur contribution dans la chaîne de valeur. Donc, c'est le 2e sens auquel je pense qu'on contribue aussi avec les applications. Et puis, le 3e qu'on va découvrir avec vous, en tout cas sur lequel on va débattre, c'est le sens pour la planète. Parce que finalement, tout ce qu'on fait doit aussi avoir un impact le moins important sur le bilan de gaz à effet de serre, qui est quelque chose qu'on regarde de plus en plus et qui, je trouve, est un cercle vertueux pour nous tous de se poser la question de où va mon entreprise, mais sans pour cela avoir un impact négatif sur le bilan RSE et puis surtout pour la société au sens large. Alors, on va commencer par le premier, donner du sens, comment on arrive à donner du sens tout en se modernisant. Bien, aujourd'hui, les applications ont beaucoup évolué, se sont modernisées pour pouvoir répondre aux enjeux que McKinsey nous a rappelés. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je suis assez fière de dire que l'ERP, finalement, fournit un socle, une colonne vertébrale pour la donnée. La donnée qui va vous permettre à vous, justement, de prendre la bonne décision de quel nouveau produit je dois déployer, quel nouveau service je dois proposer, comment je dois refaire mon expérience client omnicanal. Donc, la donnée, finalement, elle est créée, elle s'enrichit, elle s'exploite à travers l'ERP. Donc, finalement, on est un des Legos qui vous permettent à vous de vous structurer, peut-être, on espère, de vous donner un peu plus de sérénité parce que notre job à nous, c'est d'assurer que cette donnée, elle soit fiable, qu'elle soit sécurisée et qu'elle soit partagée et qu'elle soit intègre. Ça, c'est le job fondamental d'un ERPiste comme nous. C'est de vous donner la donnée pour que vous puissiez mesurer, décider, choisir, comme disait tout à l'heure Stéphane, avoir une vision en temps réel du stock. Alors, je sais, Adrien, que vous avez un exemple à nous soumettre de, en effet, quel est le poil à gratter, par exemple, un exemple d'application de où la donnée doit être aussi fine que possible et aussi fiable que possible. Je vous donne la parole. Ok. Alors, donc, ouais, quand on parle de sens, en effet, le sens, ça commence par partager les diagnostics. Donc, en effet, on partage les diagnostics et les situations à travers les données. Donc, ça, c'est vrai que c'est fondamental. Nous, le travail qu'on fait depuis des années ici à la SID avec l'équipe informatique, avec laquelle je travaille en très étroite collaboration, c'est de consolider les données, tenter d'avoir des référentiels le plus propres possible et le plus adaptés possible, parce qu'on vit dans un environnement incertain qui bouge en permanence et on doit être aussi en capacité de faire évoluer les référentiels par une lecture de données la plus, comme vous disiez, la plus actuelle et la plus en temps réel possible. Alors, il faut contextualiser tout ce que je vais dire par rapport à nos métiers, parce que c'est une distribution assez particulière. On distribue, nous, des produits de maintenance industrielle, d'hygiène, de désinfection et de traitement de surface. Ce sont des produits chimiques soumis à de fortes contraintes réglementaires et de fortes contraintes de distribution. On commercialise ces produits-là, nous, avec une force de vente, une force de conseiller sur le terrain assez significative qui visite
et qui côtoient les clients pour comprendre les problématiques de maintenance qu'elles ont et apporter des réponses en termes de produits. On parlait de temps réel tout à l'heure. Par le Covid et par ce qui s'est passé ces 2 dernières années, il y a un réel besoin de mise à disposition de l'information du stock, notamment du stock en temps réel, qui est très important pour nos commerciaux notamment, être capable en clientèle, en permanence, de savoir qu'est-ce que l'on a en stock, qu'est-ce que l'on n'a pas en stock, sur quoi il y a des tensions, puisqu'on a vu pendant la période Covid et à la sortie de Covid, on le voit encore en ce moment, des tensions sur certaines matières actives et sur certains produits. Donc la question du temps réel de l'information pour la mise à disposition des stocks pour nos commerciaux en B2B se posait pas jusqu'à maintenant et aujourd'hui se pose. Au-delà de ça, il y a la donnée actualisée aussi en temps réel en termes de traitement de commandes. Donc il faut aussi que nos commerciaux et donc le client directement puissent savoir où en est sa commande en termes de statut. Est-ce qu'elle est enregistrée? Est-ce qu'elle est traitée? Elle est allouée? Est-ce qu'elle est expédiée dans le camion? Où est-ce qu'elle est cette commande? Et donc là, il y a un gros travail aussi qui a été fait. Alors à partir du socle 7, par l'équipe IT qui a bien compris toutes ces problématiques-là. Tout commence aussi par sensibiliser l'équipe informatique à tous ces sujets-là et partager en fait la vision avec eux. C'est quand même le point de départ. Ça commence par des hommes et par des femmes avant d'être des outils. Donc c'est partager déjà avec l'équipe informatique ces enjeux-là, donner du sens au projet qu'on met à disposition de nos commerciaux et de nos clients, et à partir de là, les outils se mettent en œuvre et se déploient de manière beaucoup plus rapide. Là, je regardais tout à l'heure les planches de Stéphane, c'est très intéressant. Je me retrouve beaucoup sur les derniers mois. Alors, je retrouve beaucoup de choses dans ce qu'on a fait, nous, depuis un an ou deux. Donc, on parlait aussi de temps réel, je parlais de la commande. La problématique qu'on va avoir pour nous, distributeurs aussi, c'est de se mettre de faire aussi, de sortir des murs de l'entreprise, parce que mettre à disposition une information de temps réel dont on est propriétaire, au sens où c'est nous qui renseignons l'information, les référentiels et les transactions, j'ai envie de dire, ça, c'est simple, c'est que de la techno, il faut la mettre en ligne, il faut la partager avec les commerciaux. Ça commence à être plus compliqué quand il va falloir récupérer de l'information de la part de prestataires et de partenaires. Et là, on va parler transport. Donc, je pense que Stéphane doit aussi connaître ça. Les problématiques de distribution et de logistique, d'acheminement de la marchandise en clientèle sont très concrets. Nous, on commercialise et on vend nos produits à des utilisateurs finaux qui en ont besoin, qui stockent pas beaucoup, puisque c'est plutôt des achats en continu. Et donc, on a aussi besoin de savoir si la marchandise, une fois qu'elle est partie de nos dépôts, elle est bien arrivée en clientèle, à quelle date elle est arrivée, et quel est l'écart entre la promesse qu'on a fait au client, donc ça aussi c'est un sujet, réussir à modéliser, à matérialiser la promesse, et la date réelle de livraison. Donc ça c'est obtenu à partir d'un retour ODI de toute la chaîne de transport. Donc pour un métier comme le nôtre, ça veut dire 3 voire 4 niveaux de sous-traitance de transport. Donc il faut aller au fin fond de l'architecture de la sous-traitance transport pour aller récupérer cette information-là. Le secteur du transport n'est pas si... il s'est beaucoup digitalisé ces dernières années, mais il y a encore des transporteurs, notamment au dernier kilomètre, qui ne sont pas forcément équipés d'outils permettant de remonter cette information-là. Donc nous, on parlait aussi de sûreté en termes de données et de pilotage. Cette lecture de la date réelle de livraison que l'on met au regard de la promesse que l'on fait, nous, à notre client, puisque c'est modélisé aussi sous forme de promesses. Ça, on l'a aujourd'hui en temps réel et on la partage avec nous, toutes les équipes de direction, notamment les équipes commerciales aussi, pour rassurer les équipes commerciales sur la qualité de service de nos livraisons. Oui, parce que on se disait, l'entreprise a son plan d'action. Néanmoins, il faut arriver à motiver les équipes dans le projet de transformation de l'entreprise pour que ça marche. Ça, c'est une clé de succès de base. Mais finalement, pour motiver les équipes avec lesquelles vous parlez, vous disiez 150 commerciaux avec le Covid qui n'ont pas pu se déplacer, qui ont besoin de confiance pour pouvoir vendre et se dire on va atteindre les délais sur lesquels on s'est engagé. Vous disiez la promesse client, elle est fondamentale. Et si la promesse n'est pas répondue, finalement, toutes les meilleures campagnes marketing qu'une entreprise peut dévoiler ne servent à rien si finalement le délai de livraison n'est pas atteint. Et vous disiez, les gens comme Amazon peuvent faire autant de pubs que possible. Ça, c'est Stéphane qui nous disait ça. Finalement, ils ne gagnent que
parce qu'ils arrivent à livrer rapidement. Et vous avez une double problématique, puisque vous avez des produits qui sont hautement réglementés et qui doivent il vaut mieux livrer sûr que livrer vite, finalement. Absolument, ça c'est un sujet. Alors, on a des comportements en B2B aujourd'hui qui se calquent de plus en plus sur le B2C. C'est-à-dire qu'on a des acheteurs en B2B qui, jusqu'à il y a quelques années, achetaient pour le compte de leur entreprise et avaient une exigence qui était liée aux exigences du client, enfin de leur entreprise, et la qualité de service qu'il y a dans le B2C maintenant en VAD, en fait, commence par des versements à se déverser aussi dans les comportements d'achat des clients en B2B. Donc, on a des acheteurs et des utilisateurs de nos produits, nous en clientèle, sur le plan de la personne, qui ont des exigences et qui ont des réflexes en fait, qui remontent de leur sphère personnelle et de leurs achats VAD. Et donc, on a une exigence de plus en plus forte sur la rapidité de livraison. Et pour nous, en B2B et puis notamment en produits chimiques, aussi sur la sûreté de la date que l'on promet. Voilà, il vaut mieux promettre à 2 jours sûrs qu'à 1 jour pas sûr, puisque derrière, la réception de produits de cette nature-là n'est pas faite n'importe comment chez le client, qui aussi doit allouer des ressources humaines et organisationnelles à la réception. Donc, le véritable enjeu, on parlait de Lean tout à l'heure, c'est d'éviter aussi trop d'aléas. C'est l'aléa qui crée de la complexité. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on disait l'importance de la connexion entre les applications externes, ça pas seulement l'entreprise, mais avec son écosystème, ses clients en aval et ses fournisseurs en amont, les éventuels partenaires, puisque vous me disiez, ce sont des formulateurs qui font vos produits et vous les distribuez. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la moitié de nos R&D qui sont concentrés sur la modernisation des points API, des points d'interopérabilité pour permettre à vous ensuite de pouvoir avoir une connexion beaucoup plus rapide, beaucoup plus étendue. Alors moi, j'aime bien dire que à la colonne vertébrale qu'on fournit en tant qu'application de gestion, on va associer un système nerveux. Je dirais, moi, que les capteurs extérieurs, donc les API qui vont vers vos fournisseurs, vers vos clients, c'est ce que j'appelle le système nerveux qu'un fournisseur de technologie doit faire. Et aujourd'hui, on a totalement modernisé nos architectures applicatives pour rentrer de l'open source, faire que ça soit plus rapide, pour répondre aussi à l'enjeu dont vous parliez, Stéphane, c'est faire des projets quick win et plus des projets à 18 mois pour déployer un ERP. Ça, c'est plus possible. Il faut que en moins d'1 mois, on puisse se connecter à un e-commerce, à un site e-commerce ou à d'autres applications mobiles qui sont à la fois faciles pour le client, mais facile pour les équipes. Parce que je reviens vers le deuxième sens qu'on se disait tout à l'heure, le sens pour mes collaborateurs, comment je les embarque avec moi dans ma transformation. Et finalement, c'est là aussi où on joue. Donc, je parlais d'interopérabilité. On travaille aussi énormément sur la mobilité de nos apps, sur l'intuitivité. Parce que le commercial n'a pas de formation comptable. Il n'est pas là pour essayer de chercher il est où le bouton pour faire une commande ou un devis, pour configurer son devis. Tout doit être beaucoup plus simple. Et c'est vrai qu'on a des équipes Sage qui sont concentrées sur l'ergonomie des produits et qui essayent de construire des produits un peu comme les mainstream, un peu comme Le Bon Coin. Alors, vous allez me dire, le RP ne ressemble pas encore au Bon Coin, bien entendu, mais c'est la trajectoire qu'on prend parce que finalement, les collaborateurs sont comme nos clients. Ils vivent avec Amazon et ils se disent pourquoi je n'ai pas des applications aussi simples à utiliser que ce que j'ai dans ma vie perso. Donc ça, c'est notre job en tant que Sage d'aller développer des applications qui, à la fin, vont réduire le niveau d'effort des équipes. C'est ça qu'on cherche. On cherche à réduire le niveau d'effort de nos clients, mais finalement, on cherche aussi à réduire le niveau d'effort de nos équipes. Il y avait un élément important aussi dans la crise Covid qu'on a partagé en préparant ce rendez-vous, c'était le fait que la culture cash, elle devient aussi transverse à l'entreprise. C'est plus seulement la direction financière qui s'inquiète d'avoir des retours de paiement rapides de la part des clients. Dans le contexte Covid, on avait besoin d'aller chercher la trésor partout où elle était. Et ce n'était pas que un problème financier, c'était un problème aussi des commerciaux sur le terrain, de s'assurer pas seulement de vendre, mais de récupérer l'argent afin que vous puissiez faire les bons investissements sur l'IT. On disait on a besoin d'investir beaucoup plus sur l'IT cœur de métier. Mais pour le faire, il faut du cash. Et c'est vrai qu'on a observé que cette notion culture cash, elle a infusé partout dans l'entreprise. On n'a plus peur de se dire c'est le boulot de chacun
de récupérer les deniers de l'entreprise pour qu'on puisse chacun investir dans le futur. Et vous me disiez, vous avez plus de 20 000 clients, je crois. Oui, c'est ça. Alors, nous, on est sur un métier qui est assez atomisé, parce que je disais, on a 140, 150 commerciaux sur le terrain, on a 20 000 clients actifs, on a entre 50 000 et 60 000 commandes par an, donc c'est quelque chose qui est très atomisé. Donc oui, le BFR est difficile à faire bouger dans cette configuration-là. La partie cash est complexe à faire bouger, et c'est un sujet sur lequel on s'attache et on s'attelle particulièrement. Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on a travaillé sur ces gros volumes que vous traitez, ils ont besoin du plus d'automatisation possible, puisque si on a à s'inquiéter de la sûreté, qui est pour vous vraiment une chose fondamentale, il faut que tout le reste soit le plus transparent possible, on est d'accord, hein, Absolument. Vous parliez tout à l'heure d'API avec l'extérieur et de ça aussi, et d'ailleurs, au-delà de ça, même du télétravail de nos propres collaborateurs qui se retrouvent à l'extérieur des murs de l'entreprise pour télétravailler. Les questions de sécurité qui sont, nous, avec l'équipe informatique, déjà bien prises en main depuis de nombreuses années, parce qu'il y a eu pas mal d'anticipation à ce sujet-là. On va aller de plus en plus loin en termes de sécurité, là, justement, pour gérer cet aspect sécurité. Alors, ce que j'aime bien me dire aussi, c'est que finalement, ces recherches d'excellence opérationnelle, parce qu'on parle de ça, la sûreté, la fiabilité, l'intégrité, la rapidité de l'exécution, elles s'associent de plus en plus à des recherches de sobriété environnementale. On en a parlé aussi pendant la préparation de ce rendez-vous. Finalement, les démarches d'automatisation, de digitalisation, de dématérialisation, elles participent. Elle contribue aussi à une meilleure sobriété de l'entreprise, la réduction du papier, le fait d'avoir moins de pannes sur les appareils, de recycler ses produits, d'avoir moins de déplacements des camions si on a une meilleure analyse de la consommation de ses clients des produits dangereux. Finalement, au sens large, on a une réduction de son propre bilan de gaz à effet de serre. Et je trouve que c'est plutôt vertueux que ces démarches rentrent petit à petit dans notre opérationnel. C'est plus non plus un sujet qui est par l'équipe communication, mais il est vraiment pris en main par toutes les entités opérationnelles dans les entreprises. Et vous m'avez dit d'ailleurs que vous aviez un plan déjà qui a commencé avec des premières démarches. Si vous voulez bien nous en partager quelques exemples. Oui, la démarche RSE commence à se matérialiser de manière très, très significative chez nous. On a une nature de produit, nous, qui est complexe, puisque c'est un produit qui est chimique, qui est par nature pas très environnemental. Et donc, il faut réussir à travailler sur le plan commercial et en termes de communication à partir de ce produit-là, autour de cette approche-là. Alors, cette approche-là, elle a plusieurs vertus. La première, c'est qu'elle répond à une éthique du board, concrètement, et des actionnaires. Donc ça, c'est un premier sujet. Deuxièmement, être dans une approche RSE et pro-environnementale et sociétale fabrique de l'adhésion en interne et de l'attractivité pour les talents aussi en externe. Ça contribue toujours plus aussi à donner du sens. On parlait tout à l'heure d'efficacité. Un collaborateur qui est très efficace ou un process très efficace, c'est un process dont on a compris le sens. Si on n'a pas compris le sens, on va dans le mur, on tourne en rond, on ne comprend pas pourquoi on fait les choses. Et donc, indirectement, la démarche RSE contribue aussi toujours plus à donner du sens dans un monde où aujourd'hui, les murs de l'entreprise sont beaucoup plus poreux qu'avant. Les sphères personnelles, professionnelles sont beaucoup plus poreuses qu'avant. Et aujourd'hui, les collaborateurs doivent pouvoir raconter ce que fait l'entreprise à l'extérieur et doivent aussi pouvoir raconter à l'entreprise ce qui se passe à l'extérieur. Et la démarche RSE, elle contribue et elle participe à cet objectif-là. Donc nous, on commence à l'engager. Et on a vocation d'ici, je pense, 12 à 24 mois à pouvoir obtenir une certification sur le sujet. Et vous me disiez d'ailleurs que vous donniez énormément de documentation, vous formiez votre écosystème à la bonne pratique de stockage. Voilà, c'est ça. L'enjeu que l'on a par rapport à notre produit, c'est de réussir à œuvrer, et pour le coup, c'est notre mission, tenter d'œuvrer pour une chimie raisonnée, intelligente, respectueuse de l'environnement, des équipements et de l'homme. Et c'est ça notre enjeu. On ne peut pas remplacer toute la chimie
par de l'eau ou par des produits totalement verts. Il y a des solutions chimiques qui n'ont pas d'alternative aujourd'hui écologique. Il faut simplement réussir à les utiliser mieux, dans de meilleures conditions, pour qu'elles aient le moins d'impact possible sur l'environnement et sur l'utilisateur qui la pratique. Parfait. Finalement, avec la technologie, on l'espère, va un peu plus contribuer à faire rimer rentabilité de l'entreprise et puis sobriété environnementale. On n'est qu'au début de l'histoire, j'en suis sûre. Donc, je serais ravie de vous réinterviewer l'année prochaine pour voir comment on a avancé sur le sujet. Merci en tout cas pour cet échange. Merci. Je profite, on a une question d'actualité où je pense pour Adrien et peut-être aussi une vision de Stéphane. En période de Covid et de pénurie de matières premières dans beaucoup de domaines, comment gérer la relation et la satisfaction client avec les surcoûts engendrés et la répartition équitable nécessaire pour les satisfaire? Peut-être Adrien, vous le vivez et peut-être Stéphane aura une vision. Nous, on l'a beaucoup vécu pendant Covid, puisque notre gamme de produits avait, avant le Covid, tout un compartiment, tout un segment désinfection et gel hydroalcoolique. Donc, une très, très grosse demande sur la période Covid et des très grandes difficultés d'approvisionnement. Aujourd'hui, c'est un point qui est très compliqué, concrètement. Les pénuries de matière, on les ressent, alors à tous les endroits, d'ailleurs, dans le produit, y compris dans les supports. On parlait d'IT aussi. Je sais que les équipes informatiques ont même du mal à s'approvisionner en équipement informatique, ne serait-ce que pour les collaborateurs. Donc non, après, ce qu'il faut simplement, c'est dans la promesse commerciale que tout se passe. C'est-à-dire qu'il faut réussir à acheminer avec le plus de pédagogie possible et de manière la plus didactique possible à la personne qui est en interface avec le client au moment de l'acte de vente, au moment de l'acte commercial, les risques qu'il peut y avoir ou la promesse que l'on peut assurer. Éviter de s'embarquer dans une surpromesse, ça c'est vraiment le piège dans lequel il ne faut pas rentrer. Donc il faut trouver la juste mesure entre les informations qu'on a en amont sur les matières, sur les approvisionnements, les risques de reliquat ou de rupture qu'il peut y avoir, et la promesse qui est faite en aval du côté du commercial est faite au client. Il ne faut jamais surpromettre. Il vaut mieux pas promettre que de surpromettre. Être transparent. Et vous, Stéphane, vous le ressentez aussi quand vous conseillez vos grands clients? Oui, tout à fait. Et je dirais que, en fait, on a un certain nombre de distributeurs qui ont mis en place au sein du système d'information des capacités de gestion de ce qu'ils appellent la pénurie. Historiquement, c'est pas quelque chose qui, d'ailleurs, date de la période Covid. Historiquement, il y a des capacités de gestion de la pénurie. Ces capacités, en fait, consistent à s'appuyer sur des processus d'allocation de produits. Et donc, on est plutôt dans un mode, on va dire, push que pull, pour affecter les produits, finalement, au réseau de distribution. Donc ça, c'est une réponse évidemment partielle. C'est déjà la capacité à pouvoir allouer les produits. Voilà. Et derrière ça, évidemment, il y a deux aspects fondamentaux. Il y a aussi la nécessité de pouvoir bien connaître ses clients et de pouvoir prioriser en connaissance de cause. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Encore faut-il s'assurer qu'on va satisfaire les clients stratégiques de l'entreprise en priorité. Et pour ça, il faut déjà avoir une bonne connaissance de ses clients pour savoir à qui on va allouer les produits dont on dispose, ce qui n'est pas toujours évident. Et il faut aussi avoir, au-delà de la gestion marchandise de la pénurie que j'évoquais, une capacité à arbitrer sur les commandes. On a vu des situations, si vous voulez, où en fait le distributeur n'a pas de capacité vraiment à influencer le traitement des commandes. Les commandes remontent par différents canaux, elles sont allouées de façon un peu, c'est un peu le premier arrivé, premier servi, et elles sont allouées de façon non rationnelle, et il est trop tard pour intervenir une fois qu'elles ont été allouées, une fois qu'on a dit oui à un client. Donc pour résumer, il y a des fonctionnalités qui ont déjà été développées par certains pour gérer la pénurie d'un point de vue logistique. Il faut pouvoir bien connaître ses clients pour pouvoir les prioriser. Et troisièmement, il faut s'assurer qu'on a une capacité à intervenir dans le processus de collecte et de fulfillment des commandes suffisamment tôt pour ne pas se retrouver en situation d'allocation sous-optimale. Écoutez, merci en tout cas de cet éclairage. Je regarde le temps, il est 11h57.
D'abord, je voulais remercier nos invités. Hein, c'était passionnant. Vous pourriez poser des questions. Je vous suggère de les poser à Nicolas, qui vous enverra le replay. Je remercie aussi certains de nos clients. Bien sûr, Adrien pour ce témoignage. Certains autres clients que vous connaissez peut-être de nom sont aussi présents. Il s'agit de la société Pyrenex qui fabrique et distribue des doudounes, donc une partie retailer aussi. La société Kies, société Vézère et Blanchon qui travaille avec la GMS-GSB qui implique aussi d'autres contraintes, et Stéphane le sait bien puisqu'il était de l'autre côté à un moment. Et puis sur la partie retail, un de nos clients qui suit un petit peu, pas les 12 points que vous avez présenté Stéphane, un certain nombre, c'est Conforama Suisse sur lequel on est en train de finaliser le déploiement des 22 magasins aujourd'hui et qui veulent aller vers la distribution du futur sur une activité entre guillemets traditionnelle. Donc, je vous remercie encore beaucoup d'avoir respecté un peu les délais. J'espère que ça a intéressé tous les participants. Et une fois n'est pas coutume, on n'a pas parlé de produits, on n'a pas parlé de solutions, pas de fonctionnalités. Un tout petit peu. Sachez qu'on a des webinars sur des fonctions, des produits. En tout cas, je vous remercie d'avoir élevé, d'avoir une vision et un retour d'expérience. Merci à tous et à toutes. Merci Céline, merci Adrien, merci Stéphane. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.